Bien, bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui on va finir le cours, donc finir déjà le chapitre sur les cartes de Cohen et finir le cours, du moins la partie théorique. On verra après, on va rajouter une ou deux séances pour faire les exercices, les TD, et puis peut-être un cours ou une séance pour c'est-à-dire vous expliquer l'utilisation de Python pour l'apprentissage des réseaux de neurones et l'explication, le détail de ce que je vais vous demander de faire pour votre TP pour ce module. Donc voilà à peu près ce qu'il nous reste à faire. Il ne nous reste pas grand-chose, mais bon, il va falloir essayer d'accélérer un peu la cadence. Donc je vais essayer de programmer la semaine prochaine un cours, plutôt un TD, où vous serez tous sur Classroom, sur Google Classroom, où on discutera, on fera quelques exercices sur notamment les réseaux de neurones, MLP et carte Cohen et peut-être les RBF si je trouve d'ici là un exercice ou deux. Donc voilà à peu près ce qu'on va faire. Donc je reviens au cours. Et on s'était arrêté la dernière fois, on avait vu donc la topologie d'une carte de Cohen, c'est-à-dire comment était organisée une carte de Cohen, et on s'était focalisé le plus sur les cartes de Cohen à deux dimensions, comme celle que l'on voit ici à l'écran. Donc la carte de Cohen qui est là est une carte 3 par 4 qui contient donc 12 neurones et qui traite ou qui est en train de traiter des éléments en entrée d'arité 3, c'est-à-dire de dimension 3, des éléments ou des échantillons qui se composent qui se composent d'un vecteur de trois éléments x1, x2, x3. Donc on a vu la topologie de la carte de Cohen, la notion de voisinage ainsi que les fonctions de voisinage. Très bien. Donc on a vu comment est-ce que, c'est-à-dire voilà, je reviens là, c'est-à-dire comment était conçue une carte de Cohen, sa structure. Puis, on a vu comment est-ce que la sortie de la carte de Cohen, de quoi était représentée la sortie de la carte de Cohen. Donc, la sortie de la carte de Cohen que vous voyez ici, très bien, attendez que je retrouve. La sortie de la carte de Cohen, bien sûr, qui est donnée par chaque neurone de la couche topologique. Donc, cette sortie dépend de la fonction d'activation du neurone. D'accord? Donc, elle dépend de la fonction d'activation du neurone. Et, bien sûr, les neurones adjacents dépendent de la fonction de voisinage. Donc, on va voir. En fait, les neurones, pour la carte de Cohen, sont très simples. C'est une fonction tout ou rien. Donc, c'est une fonction qui est 0 ou 1. Donc, si le neurone gagnant est sollicité, est trouvé, eh ben, on va lui attribuer la sortie de 1. Les neurones adjacents, les neurones du voisinage, on va leur attribuer une valeur en fonction de la fonction de voisinage. Donc, si la fonction de voisinage est une fonction bulle, ils vont avoir, comme on l'a dit, si la fonction de voisinage est une fonction bulle, ils vont avoir les mêmes valeurs que le neurone gagnant, c'est-à-dire 1. Donc voilà, on vous rappelle les fonctions de voisinage. Donc si la fonction de voisinage est une fonction bulle, tous les neurones qui sont dans cette fonction de voisinage vont avoir la même sortie
que le neurone gagnant, c'est-à-dire 1. Maintenant, si c'est une fonction gaussienne, eh ben, les neurones de voisinage vont avoir des valeurs inférieures à 1 et plus on s'éloigne du centre du voisinage, c'est-à-dire du neurone gagnant, plus la valeur de sortie du neurone va tendre vers 0. Donc voilà. Pareil pour la coupe gaussienne et pareil pour les Panay-Chikov, la fonction Panay-Chikov. Très bien. Donc on va revoir tout ça quand on verra un exemple et quand on va voir donc l'apprentissage des réseaux sommes ou des cartes de Cohen. Très bien. Donc l'algorithme d'apprentissage, je vais répéter. Donc maintenant qu'on connaît la topologie de la carte de Cohen, qu'on sait comment ça fonctionne, bien sûr à peu près, on va le voir plus en détail tout à l'heure, on va voir comment se fait l'apprentissage des poids, c'est-à-dire comment changent les poids, comment se fait la mise à jour des poids de la couche topologique dans une carte de Cohen. Très bien. Donc, l'apprentissage, ce qu'il faut savoir sur les cartes de Cohen, c'est que l'apprentissage est un apprentissage non supervisé. D'accord ? C'est un apprentissage non supervisé. Donc, on n'a pas de valeur désirée ou de valeur de sortie désirée. On n'a que des entrées. Très bien. Donc, avant de poser l'apprentissage, les valeurs initiales sont attribuées au vecteur prototype. Donc, bien sûr, les valeurs initiales des poids pour chaque neurone de la couche topologique doit être préétablies. Donc, généralement, on fait ça aléatoirement, comme pour le MLP. Bien sûr, on peut passer à des étapes, à des phases où on a des méthodes d'initialisation qui ne sont pas totalement aléatoires, quand on connaît le terrain ou quand on connaît nos données, etc., etc. Mais bon, là, on va se contenter de dire qu'on démarre avec des poids des neurones de la couche topologique aléatoires, sachant que la somme ou la carte de Cohen est très robuste en ce qui concerne l'initialisation. C'est-à-dire que, quelle que soit l'initialisation, la convergence va se faire. Elle ne dépendra pas de l'initialisation de la carte de Cohen. Donc, si vous voulez, la notion d'être piégé dans un minimum local, hein, qu'on avait pour le perceptron multicouche, et qui était, le problème était lié à l'initialisation des poids et des biais. Ici, on ne l'a pas beaucoup. D'accord ? On ne l'a pas beaucoup parce que les cartes de Cohen sont déjà limitées. Ça veut dire que la carte est limitée et puis que l'apprentissage étant de nature non supervisée, fait que, si vous voulez, que l'apprentissage par compétition soit plus robuste à toute initialisation. Bien sûr, une bonne initialisation nous permettrait, par exemple, d'éviter un trop long apprentissage. Mais bon, ce n'est pas le problème. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Mais une bonne initialisation, bien sûr, permet à l'algorithme de converger plus rapidement une bonne solution. C'est écrit ici, mais ce n'est pas le plus important. Les cartes de Cohen sont assez robustes pour pallier à toute initialisation aléatoire. Donc, très bien. Après avoir choisi l'architecture de la carte, vient donc l'étape d'apprentissage. Donc, si on se met dans le scénario où on a un problème, on a identifié nos données, et puis on identifie une carte de Cohen qui est à peu près, qui peut répondre à peu près à notre problème en termes de topologie et de taille, vient donc l'étape d'apprentissage ou d'estimation des paramètres du modèle. Ça veut dire les poids synaptiques. Ça veut dire on est toujours à la recherche des poids synaptiques des neurones ou de la couche topologique. Appelés ici, les poids synaptiques appelés vecteurs aussi référents. Donc cette phase se fait d'une manière itérative. Bien sûr, itérative par rapport au nombre d'échantillons qu'on a à la base, d'accord ? Mais l'apprentissage des cartes de Cohen se fait en 2 étapes.
D'accord. Il y a une phase qu'on appelle phase de compétition, d'accord, et il y a une phase qu'on appelle phase d'adaptation. Donc, la première étape, qui est l'étape de compétition, qui est une compétition entre les neurones par rapport à l'entrée, d'accord, elle tend à déterminer le neurone gagnant. D'accord? Donc, qui détermine la région du treillis que l'on va ajuster. Et une étape d'adaptation, donc la région du treillis qu'on va ajuster, elle est autour du neurone gagnant. Donc, l'étape de compétition définit le neurone gagnant, puis la fonction de voisinage et le rayon de voisinage définissent le treillis de la région que l'on doit ajuster. En dehors de cette région, les points ne changent pas. La deuxième étape, c'est l'étape d'adaptation, bien sûr, c'est la mise à jour des poids de la zone sélectionnée. Je répète, la zone sélectionnée qui est autour du neurone gagnant, qui est donc le neurone gagnant, et tous les neurones autour du neurone gagnant par rapport à un rayon de voisinage et à une fonction de voisinage. Donc voilà, en gros, l'apprentissage des cartes de Cohen qui se fait en deux étapes. Étape de compétition, étape d'adaptation. Parfait. Donc, on commence par l'étape de compétition. Donc, si on prend X, un espace de taille M dans lequel est répartie une distribution de points. Donc, chaque point est représenté par un vecteur. En gros, imaginons qu'on ait une base de données où on a donc M points, d'accord, ou X ou N points, qui sont N éléments, qui sont représentés par des vecteurs. D'accord? Donc, chaque élément de la base de données est un vecteur. D'accord? On peut aller à la notion d'image et aller à une matrice, mais bon, on va dire c'est un vecteur. Très bien. Et soit donc une grille de neurones de dimension M. D'accord? Donc, là, faites attention, il y a une erreur de frappe. Le M ici n'est pas le même que le M ici. Donc, on va dire qu'on a une carte de Cohen de dimension M et qu'on a ici un nombre d'échantillons N. Ça. Donc, le vecteur poids synaptique W de chaque neurone possède une représentation dans l'espace d'entrée. Il peut être vu comme un vecteur de référence. Donc, ici, chaque neurone a un vecteur de poids W qui est quoi? Qui possède une représentation de l'espace d'entrée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a le même nombre de valeurs que le vecteur des éléments d'entrée. Ça veut dire que la dimension des échantillons ou de la base de données est le même que la dimension, est la même plutôt que la dimension du vecteur d'apprentissage pour chaque neurone. Donc, je répète, la dimension du vecteur poids et la dimension du vecteur d'entrée grand X et du vecteur poids W sont les mêmes et doivent être les mêmes. Ça. De cette façon, à un instant K, où est présenté un vecteur de prototype XK tiré de la distribution de l'espace d'entrée, tous les neurones de la grille sont mis en compétition. Donc, ça veut dire que quand on présente un élément X, K, de la base de données à la grille ou à la carte de Cohen, d'accord, tous les neurones de la carte sont mis en compétition par rapport à quoi? Par rapport à leur vecteur poids. Donc, on va comparer le vecteur d'entrée, en fait, au vecteur poids de chaque neurone. Ça. Donc, cette compétition revient à chercher un neurone vainqueur. D'accord? Quel est ce neurone vainqueur? C'est le neurone qui se rapproche le plus du vecteur d'entrée. Ça veut dire, c'est le neurone dont les poids, ou dont le vecteur poids, est le plus proche en termes de distance, dans ce cas-là, puisque c'est des vecteurs de distance euclidienne. D'accord? Donc, c'est le vecteur poids dont la
dans l'erreur ou dans la distance euclidienne est la plus minimale par rapport au vecteur d'entrée. Donc, on va calculer, ceci revient à quoi? Ceci revient à mettre en compétition tous les neurones par rapport à leur vecteur poids. Donc, on va calculer la distance euclidienne de chaque neurone. Donc, si je reviens à la carte ici, et je vais vous expliquer. Donc, la phase de compétition, elle comporte en quoi? Si on a un vecteur d'entrée, xk, que va-t-on faire? On va prendre donc ce vecteur d'entrée et on va prendre le vecteur poids du neurone 1, qui sont, je le répète, de même dimension. Et on va calculer la distance euclidienne entre x et W1, par exemple, grand W1. Très bien. Et on va trouver une valeur, distance euclidienne. On va faire la même chose pour le neurone 2, pour le neurone 3, pour le neurone 4, pour le neurone 5, pour le neurone 6, etc. jusqu'au neurone 12. Donc, on va avoir quoi? On va avoir une table, si vous voulez, avec 12 distances euclidiennes. Ça. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer la plus petite distance euclidienne entre le vecteur d'entrée et les différents vecteurs poids. Et la plus petite distance euclidienne va nous renvoyer vers le neurone gagnant. Ça veut dire que ce neurone-là, si on estime que c'est le neurone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est le neurone 8 qui a gagné, qui a la plus petite distance euclidienne entre son vecteur poids et le vecteur d'entrée. On va dire donc que c'est ce neurone qui a gagné. Très bien. Si ce neurone a gagné, on va voir donc le rayon d'apprentissage. Si on a un rayon d'apprentissage qui est de 1, donc le treillis qui est autour du neurone gagnant, ce sont tous les neurones 4 jusqu'au neurone 12. Donc, toute cette partie de la carte va être identifiée comme treillis ou partie dont les poids seront modifiés autour du neurone gagnant 8. Très bien. Très bien. Donc, en d'autres termes, parmi tous les neurones de la carte, le neurone vainqueur d'indice I égale I de xk est celui dans la distance entre son vecteur poids synaptique et le vecteur d'entrée est le plus faible, ou la plus petite distance euclidienne. Donc, ce neurone dit neurone gagnant, ils se vont noter BMU, Best Matching Unit. Ça, vous allez le trouver surtout en MATLAB. Le Best Matching Unit, BMU, c'est la norme que vous allez trouver dans MATLAB. Très bien, donc IXI, c'est argument minimum, J appartient à M, de la distance euclidienne entre XK moins WJK. Très bien. Donc J ici, ça va être quoi? Ça va être le numéro ou l'indice du neurone. Et K, c'est l'indice de notre échantillon. Donc, le neurone gagnant a pour un stimulé généralement dénommé comme centre d'excitation de la carte. La distance généralement utilisée entre les vecteurs X et W est la distance euclidienne, mais tout autre type de distance peut aussi être envisagé. Mais généralement, on utilise la distance euclidienne. Très bien. Donc, une fois qu'on a identifié le neurone gagnant et le treillis, ça veut dire les neurones qui vont être, dont les poids vont être modifiés. Modifiés quand? Modifiés par quoi? Par l'étape d'adaptation. Donc, on peut passer à l'étape d'adaptation. Donc, le processus d'adaptation, il complète, c'est la deuxième phase, complète le processus d'apprentissage. Donc, une fois qu'on a déterminé le neurone gagnant et les neurones définis par le rayon de voisinage et la fonction de voisinage, on va mettre à jour tous les neurones ou tous les poids de ces neurones ou de ce treillis de neurones de la carte. Très bien. Donc, ainsi, les vecteurs poids synaptiques WJ du neurone d'indice J et ses voisins de la carte auto-organisatrice sont mis à jour par correction d'erreur. Très bien. En fait,
ici, on dit par correction d'erreur, en fait, on va utiliser exactement, hein, si on ne fait pas, on va utiliser exactement l'algorithme du perceptron. Si vous vous rappelez bien, c'est mu, E, X. Et c'est là qu'on dit mise à jour par correction d'erreur. Donc l'étape d'adaptation, la phase d'adaptation, elle est très simple. Elle n'implique pas de mise à jour par le gradient, elle n'implique pas l'algorithme LMS, c'est une mise à jour par convolution entre l'erreur et l'entrée. C'est delta W égale mu E X. Donc delta W K plus 1, ici c'est un plus, hein, d'accord, K plus 1 égale WJK plus delta WJK. Donc égale WJK plus nu, donc ici c'est le mu, d'accord, mu X, d'accord, X fois l'erreur. Donc mu EX. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté le HJI. Très bien. Le HJI, c'est quoi? C'est la fonction de voisinage. Je m'explique. Donc, si je suis ici, je n'ai que le neurone gagnant et que j'ai un rayon de voisinage qui est de 0, HJI va être égal à 1 et je vais retomber sur ma formule delta W égale mu EX. D'accord? Si c'est une fonction bulle aussi, si c'est une fonction bulle, ça veut dire que le voisinage, on a un rayon de voisinage et puis on a un voisinage qui va être égal pour tous les neurones du rayon de voisinage. Donc ici, ça va être 1. HJI va être égal à 1. HJI est toujours égal à 1 pour le neurone gagnant. Si la fonction de voisinage est une fonction bulle, il va être égal à 1 pour tous les autres neurones du voisinage. Et si H est une fonction qui est donnée par une gaussienne, eh ben, on va calculer la fonction HJI. Hein, d'accord? JI, ça va être donc la fonction de voisinage entre les neurones. Donc on va être plus, quand on parle de voisinage, comme on l'a dit avant, on n'est plus dans l'espace d'entrée, donc dans l'espace des données, mais on est dans l'espace topologique, on est dans l'espace de la carte coordonnée. Très bien, donc en fait, ce qu'il faut garder, c'est que delta W, c'est mu E X fois la fonction de voisinage. Très bien, donc dans l'expression, on explique un peu, 5,3 et 5,4, nu de K représente le coefficient d'apprentissage. C'est ce qu'on avait noté mu avant. Et, d'accord, H est une fonction de voisinage. Donc l'adaptation des poids de chaque neurone est donc fonction de la position d'un neurone dans la grille M par rapport au neurone gagnant. Donc le coefficient d'apprentissage pour rendre l'apprentissage plus performant est généralement en fonction du temps. Très bien. Donc là, on peut aller vers un pas d'apprentissage nu de K qui est fixe ou alors par un pas d'apprentissage adaptatif. Adaptatif comment? Ça veut dire qu'on va démarrer par un pas d'apprentissage qui est grand et puis au fur et à mesure de l'apprentissage et des itérations de l'apprentissage, on fait tendre le pas d'apprentissage vers 0 ou vers une valeur finale. D'accord? Il n'est pas 0, mais qui est une valeur finale. Ceci peut être donné par la fonction 5.5. C'est quoi? Donc, nu de K égale nu initial. Donc, c'est le nu initial. Si je dis, voilà, je vais démarrer par un pas d'apprentissage qui est égal à 0,9, par exemple. Un grand pas d'apprentissage. Très bien. Donc, ça va être nu de I initial fois nu de F final, et ça c'est moi qui vais dire, je vais finir par exemple par un pas d'apprentissage de 0,01, d'accord, sur NI,
D'accord? Le final, il est plus grand que l'initial, il est plus petit, pardon, que l'initial. Le tout, puissance K sur K max. Donc K, c'est la, c'est-à-dire c'est l'itération K divisée par K max. Quand K max, ça veut dire c'est l'itération finale ou mon temps d'apprentissage. Si K max tend vers 0, donc si K max plutôt tend vers l'infini, on va avoir K sur K max qui va tendre vers 0 et tout ceci qui va tendre vers 1 et puis on va être à nu initial. Attendez, donc oui, donc K sur K max, très bien, plutôt, voilà. Donc si K se rapproche de K max, donc on va tomber sur quoi plutôt? Si K va tendre vers K max, donc on va commencer à K égale 1, K égale 2, K égale 3, K égale 4, jusqu'à arriver à l'itération maximum. K sur K max, quand K tend vers K max, on va avoir ici égal à 1, donc on va avoir nu2, nu initial fois nu final sur nu initial. Nu initial va partir avec nu initial et nu de K va être égal à nu final. Donc en fait, grosso modo, on va commencer par un pas d'apprentissage qui est assez grand de 0,9 et on va finir par un pas d'apprentissage qui va être plutôt petit en appliquant un pas d'apprentissage décroissant, d'accord, et évolutif. Donc là, ça ressemble plus, si vous voulez, à une exponentielle. C'est une exponentielle inversée. Très bien. Donc, fonction de voisinage, bulle gaussienne, coupe gaussienne et Poinchy-Kopp, et évolution des paramètres de la carte de Koronen au cours de l'apprentissage. Donc, voilà, ça, c'est comment va évoluer, si vous voulez, notre nu d'un pas d'apprentissage initial, qui va être proche de 1, à un pas d'apprentissage final, qui va être proche de 0, en appliquant l'équation 5.5. Donc, nu représente la valeur initiale du coefficient, NF sa valeur finale, et Kmax détermine la durée de l'apprentissage. Donc, au cours de l'apprentissage, la taille du voisinage du PMU qui détermine la zone active décroît avec le temps. Donc, l'évolution temporelle du coefficient d'apprentissage est illustrée dans la figure 5.5. Donc, la fonction de voisinage généralement adoptée est la fonction gaussienne. Donc, maintenant, si on applique la fonction bulle, il n'y a pas de problème. Donc, on va mettre à jour les poids du neurone gagnant et de tous les neurones qui sont autour du neurone gagnant de la même manière. Maintenant, si la fonction est une fonction gaussienne, donc invariante selon la translation, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas du neurone vainqueur, ça veut dire que n'importe quel neurone vainqueur, on va lui appliquer la fonction gaussienne. Donc, cette fonction est centrée sur le neurone déclaré vainqueur, bien sûr, après la phase de compétition qui a suivi la présentation d'un vecteur d'entrée. Donc, la modification appliquée dans le voisinage choisi revient à rapprocher les vecteurs poids sélectionnés de l'exemple présenté. Donc, ainsi, le neurone dont le vecteur poids est proche du vecteur d'entrée, donc le neurone qui est proche du vecteur d'entrée, est mis à jour pour qu'il soit encore plus proche. Donc, si le neurone gagnant est déterminé, sa mise à jour pour la même entrée, la distance euclidienne va encore se réduire. Donc, l'erreur va tendre vers 0, puisque vous vous rappelez, c'est mu e x. Et c'est l'algorithme du perceptron, c'est la mise à jour du perceptron qui converge. Donc, on va minimiser l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est la distance entre le vecteur d'entrée et le vecteur poids de chaque neurone ou du neurone gagnant. Donc, ce neurone gagnant va être renforcé par la phase d'adaptation, ainsi que les neurones qui sont autour de ce neurone gagnant et qui sont définis par la fonction de voisinage. Donc, le résultat est que le neurone gagnant est plus probable de gagner la compétition une autre fois, si un vecteur d'entrée similaire est présenté. Et moins probable si le vecteur d'entrée est totalement différent. Bien sûr, si on a un vecteur qui est totalement différent du vecteur xk, c'est-à-dire en portée, eh ben, le neurone gagnant
pour xk ne va pas l'être pour xk plus a. Et d'accord. Donc, comme nous avons dit précédemment, la fonction de voisinage tient compte de la distance par rapport à la position du neurone vainqueur pour pondérer la correction des poids synaptiques delta du neurone J à l'instant K, soit DJI, la distance entre le neurone vainqueur d'indice I et le neurone voisin d'indice I. Donc, cette distance ne se calcule pas dans l'espace d'entrée, donc je le répète encore, mais dans l'espace topologique de la carte. Donc, non, maintenant, une fois qu'on a établi le vecteur, le neurone gagnant, on oublie l'espace d'entrée, c'est-à-dire on n'utilise plus le vecteur d'entrée xk. Et on est dans la couche topologique, on est dans la dimension de la carte de Cohen. Et donc, toutes les distances qu'on va avoir ne sont plus les distances entre les échantillons, mais les distances entre les neurones. Et la fonction de voisinage va être appliquée, d'accord, sur cette distance-là. Donc, la fonction de voisinage à JK s'écrit alors, voilà, la fonction de voisinage gaussienne. Donc ça doit vous rappeler les réseaux RBF, mais ici, ce n'est pas utilisé pour de la même manière. C'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser la fonction gaussienne comme fonction d'activation, mais la fonction gaussienne comme fonction de voisinage. Donc on va avoir donc, HIJ, xk à l'échantillon K, c'est exponentiel, c'est la fonction gaussienne, d de carré de U. D de carré de U, ça veut dire que c'est la distance entre le neurone gagnant J et le neurone autour du neurone gagnant défini par le rayon de voisinage, d'accord, au carré, sur 2 petit delta au carré. Petit delta, c'est quoi? C'est la base de notre fonction de voisinage, d'accord, qui est donnée bien sûr par le rayon multiplié par 2. Donc, c'est la base. Donc, petit delta est le rayon de voisinage. D'accord. Ce rayon peut être dépendant du temps selon l'expression suivante. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir une fonction de voisinage qui est fixe, ça veut dire qui est tout le temps fixe, qui a toujours une base fixe, quelle que soit l'époque d'apprentissage ou quel que soit le temps d'apprentissage. D'accord. Mais nous pouvons aussi avoir une fonction de voisinage adaptative et qui, en fait, décroît ou affecte différemment, d'accord, les neurones voisins du neurone gagnant, d'accord, elle va les affecter différemment au fur et à mesure de l'apprentissage. Ça veut dire que quand l'apprentissage est presque vers la fin, on ne va plus toucher les neurones voisins, par exemple. On va les toucher un peu moins. Très bien. Donc, on va commencer de la même manière que ce qu'on avait fait pour le pas d'apprentissage adaptatif nu de nu. On va ici prendre une base ou une fonction de voisinage avec une base adaptative. Ça veut dire le rayon de la fonction de voisinage. On va le prendre d'une manière adaptative. Donc, petit delta K égale quoi? Donc, un petit delta initial, c'est-à-dire un rayon initial. Donc, on va dire qu'on va commencer avec un rayon qui est de 2 ou de 3 ou de 4 au maximum, et puis qu'on va finir avec un rayon qui est de 0 ou de 1. Donc, petit delta I multiplié par petit delta F, qui est le rayon final, sur, là il y a un trait, sur, divisé par petit delta initial, le tout fois K sur K max. Quand K tend vers K max, ça veut dire que quand on atteint la fin de l'apprentissage, qu'on a défini, ici on va avoir égal à 1, et puis on va avoir une base qui est la base de la gaussienne finale, petit delta F. Donc en d'autres termes, on va commencer avec une gaussienne qui est comme ça, qui est une fonction de voisinage, et puis au fur et à mesure de l'apprentissage, regardez ici de delta, ce delta va se restreindre. Et donc, on va passer, d'accord, à une fonction gaussienne qui est assez large au départ, à une fonction gaussienne qui est très étroite et qui va finir par l'englober à la fin de l'apprentissage que le neurone gagnant. Donc, ceci a quelques avantages.
Donc, l'avantage le plus, si vous voulez, le plus visible est qu'au fur et à mesure de l'apprentissage, les neurones gagnants sont définis, les neurones voisins ont fait leur adaptation et on ne va pas perdre du temps ou perdre un temps de calcul pour refaire à chaque fois l'adaptation des neurones voisins alors que ceux-là ont été déjà faits et que l'apprentissage se déroule dans de bonnes conditions. Voilà. Donc, c'est pour en fait gagner du temps. Principalement. Donc, le processus d'apprentissage est interrompu si l'une des conditions rencontrées, donc le nombre maximum d'époques est atteint, voilà, la performance est minimisée, un but ou un temps maximum d'apprentissage est excédé. Donc, l'arrêt du processus d'apprentissage dans une carte de Cohen se pose, très bien, donc il se pose comment? Il se pose par le fait que on va arrêter dans un temps défini, ou bien on va arrêter quand l'adaptation, quand on voit que l'adaptation devient minimale. Ça veut dire que l'adaptation, que les neurones gagnants sont très proches. Voilà, le neurone gagnant d'un cluster donné est très proche, par exemple, des entrées qui sont regroupées autour de ce cluster et nous permet, par exemple, de faire le clustering d'une manière adéquate. Et ça veut dire que si on rajoute des itérations, la mise à jour ne sera pas significative et la distance euclidienne ne décroîtra pas de beaucoup. Et donc, en fait, l'erreur tend vers 0 et donc l'adaptation ne change pas beaucoup. Très bien, donc les cartes de Cohen ont prouvé leur utilité pour la classification des bases de données multidimensionnelles traitant des problèmes non linéaires. Donc les cartes sont capables d'extraire des propriétés statistiques, des paramètres météorologiques, par exemple, présentés dans la base d'entrée. Donc nous, on a utilisé les cartes de Cohen pour dans plusieurs cas et pour plusieurs applications. Donc ici, j'ai laissé une phrase qui parle de l'application météorologique. En fait, on a défini des types de jours météorologiques de la région d'Annaba parce qu'on en avait besoin pour définir, pour trouver des corrélations entre ces types de jours et le niveau de pollution dans la région. Donc ça, c'était le travail de M. Razi, de son travail de thèse. Donc vous pouvez trouver nos travaux sur les cartes Cohen sur Internet ou me les demander, je vous les enverrai, ou vous les demandez à M. Razi, ou alors consulter sa thèse qui est à la bibliothèque. Donc il n'y a pas de problème. Et on a utilisé les cartes de Cohen pour l'identification des types de jours de la charge électrique algérienne. Donc, un jour, c'est 24 heures, et donc on a 24 heures de charge, de demande électrique. Et voilà, donc la carte de Cohen a été utilisée pour définir les types de jours. Donc, type de jour journée de travail, journée fériée, le vendredi, le samedi, les journées de Ramadan, etc. Et on a construit des clusters comme ça qui nous ont aidés plus tard pour avoir une stratégie de modélisation pour la prévision de sa charge électrique. Très bien. Donc voilà comment on va illustrer l'apprentissage par la méthode SOM. Donc, je reviens. Première étape, donc ceci est un exemple. Donc, première étape, on a un vecteur d'entrée qui est déterminé ici par le petit x. Donc, pourquoi on le met là? On va voir. Parce qu'on va calculer la distance euclidienne entre cet x-là et les points de tous les neurones de la carte de Cohen ou de la couche de Cohen. Donc, dans ce cas-là, donc je l'ai mis ici par rapport au poids. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir que le neurone
4, 5, 6, 7, 8, 11. Le neurone 11 du treillis ou de la carte, c'est le neurone le plus proche de notre élément X. Il y a le neurone 7 et le neurone 11. Le neurone 11 est un peu plus proche. Donc le neurone 11 est déclaré gagnant. On va calculer bien sûr la distance entre l'élément X et tous les éléments de la carte qu'on aime. Et on va trouver que la distance euclidienne la plus petite, c'est avec le neurone 11. Donc le neurone 11 va être déclaré gagnant. Donc how le neurone gagnant. Très bien. La deuxième phase, on va commencer l'adaptation. Très bien. Donc l'adaptation, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre à jour les poids, d'accord, du neurone gagnant et de tous les neurones du voisinage. Il s'ensuit quoi? Il s'ensuit que les poids, d'accord, ou les vecteurs prototypes de chacune ou de chacun de ces neurones va être adapté pour se rapprocher un peu plus de notre vecteur d'entrée X. Donc le neurone, si vous voulez, va se rapprocher, le neurone gagnant va se rapprocher en termes de distance euclidienne de notre vecteur d'entrée X, ainsi que tous les autres neurones du voisinage. Première itération. Si le neurone X est encore présenté à la carte de Conen, bien sûr, le neurone 11 va encore être le neurone gagnant. Et dans la phase d'adaptation, il va se rapprocher encore plus du neurone X. Très bien. Et ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à ce que le neurone, ou la distance euclidienne entre le neurone 11, c'est-à-dire le neurone gagnant, pour l'élément X, soit minimisée. Et bien sûr, tous les neurones, ou tous les poids et biais, tous les poids, pardon, il n'y a pas de biais dans les cartes de Conen, tous les poids des neurones du voisinage aussi vont se rapprocher ou vont donner une distance euclidienne qui est minimalisée. Très bien. Donc, je vais m'arrêter là pour cette fois. Et parce qu'apparemment, on a pris un peu plus de temps et j'aurai il nous reste les paramètres d'apprentissage, comment choisir ces paramètres d'apprentissage, quel est l'intérêt des cartes de Conen pour la visualisation, et puis on essaiera aussi de faire un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre l'apprentissage des cartes de Conen. Donc très bien, je vais m'arrêter là pour l'instant, et je vous dis à la prochaine pour la fin du cours. Donc finalement, on n'a pas fini le cours. Cette fois-ci, on le finira dans la prochaine vidéo.